Bonjour à tous et bienvenue dans les batailles de l'histoire, avec aujourd'hui la suite de notre série sur la guerre de l'Ogaden, qui voit s'affronter la Somalie et l'Éthiopie de juillet 1977 à mars 1978. Nous voici désormais à la fin du mois de septembre, et ça fait une dizaine de jours que les troupes somaliennes se sont emparées de Jijiga, portant ainsi un coup très dur aux forces éthiopiennes. Néanmoins, les jeux sont loin d'être faits. Faudrait pas imaginer là que la guerre est pratiquement achevée, bien au contraire. Puisque Mengistu contrôle toujours une partie de la Rarg, les soldats éthiopiens sont fortement retranchés à Dire-Dawa, face à laquelle les Somaliens ont déjà échoué à 2 reprises, et surtout, ils ont bâti une nouvelle ligne défensive à l'est d'Harar, à une cinquantaine de kilomètres. Harar qui justement sera le centre de notre épisode aujourd'hui puisque ça sera désormais le principal objectif de l'armée somalienne. Alors ce qui paraît étrange, c'est que l'armée somalienne n'a pas profité de sa victoire de Jijiga en poursuivant les troupes éthiopiennes en déroute, complètement désorganisées, jusqu'au bout, c'est-à-dire à Harar. Alors le territoire situé entre ces deux villes est constitué d'une succession de lignes de montagnes et de vallées. Parmi ces dernières, vous avez d'abord celle de Gerer, puis celle de Dakota, et en terminant par la vallée d'Erer. Alors, les troupes somaliennes vont occuper d'abord tranquillement une partie de cet espace, jusqu'à la vallée du Dakota, qui est un bras du Chebele, mais qui est une rivière par contre qui au nord n'est pas une rivière permanente. Même si cela n'est pas indiqué, c'est probablement durant cette période que les villes de Flik et de Imi ont été occupées. Alors pour cette dernière, je ne suis pas totalement sûr, parce que ce que je sais, c'est qu'elle a été assiégée par la guérilla FLSO, et qu'en 1978, les troupes somaliennes y sont présentes. Mais là, ça m'amène en fait à faire un petit coup de gueule contre tous ceux qui ont écrit sur ce conflit. Il n'y en a aucun qui a fait l'effort de produire une carte détaillée et précise. Et c'est un problème pour moi parce que je pense que dans un livre d'histoire, et en particulier quand on écrit sur un conflit, on doit systématiquement situer tous les lieux qui sont cités. Et là, en fait, dans aucun des 3 grands ouvrages sur lesquels je me suis appuyé, ça a été le cas. Ce qui laisserait croire que ceux qui ont écrit sur ce conflit ne savent pas eux-mêmes où se situent la plupart des lieux qu'ils ont cités. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de lieux que j'ai dû rechercher moi-même. Le problème, c'est que parfois, les noms de ces villes ont été transformés, donc soit francisés, soit anglicisés, et ils n'apparaissent pas sur les différentes cartes. Il a fallu vraiment que je cherche, mais dans des archives parfois éthiopiennes, dans des cartes de 1937, pour voir les noms de ces différents patelins. Et au bout du compte, j'ai fini par retrouver 90% des noms des lieux, mais j'ai quand même ces 10% qui me manquent et qui me frustrent. J'ai été jusqu'à entamer la discussion avec Stéphane Mantoux, qui est l'un des francophones qui a écrit sur ce conflit, et donc je lui ai posé plusieurs questions sur la localisation de certains des éléments qui me paraissaient indispensables. Donc il m'a dit que comme ça fait longtemps qu'il avait écrit dessus, qu'il allait rechercher et qu'il me répondrait. Bon, depuis, j'ai toujours pas eu de réponse, donc c'est pas grave. Enfin voilà, si vous faites, et là si les historiens m'entendent, si vous faites un livre, par pitié, faites des cartes qui soient potables. Ça, c'est vraiment indispensable. Bref, je referme ici mon coup de gueule. Alors, toujours est-il que ces soldats somaliens, une fois qu'ils ont investi cette vallée du Dakota, ils vont pas chercher à aller plus loin, ils poussent pas plus loin. Ils prennent au contraire une posture défensive, ils se retranchent, construisent des fortifications et vont même jusqu'à détruire 3 ponts, ce qui montre bien qu'il n'y a pas une volonté immédiate de se porter en avant. Alors pourquoi ? Parce que quand même ça paraît étrange. Je rappelle que le général Nour Galel, qui a été l'artisan du plan somalien, voulait absolument éviter une guerre d'usure et plutôt privilégier une guerre rapide, puisque je rappelle que la Somalie n'a pas les moyens d'une guerre longue. Pour avoir une réponse à ce paradoxe, une fois n'est pas coutume, c'est vers le ciel qu'il faut regarder. J'en avais déjà un petit peu parlé dans l'épisode 6.
Après avoir fait une utilisation minimale de son aviation, dévolue essentiellement à un rôle d'escorte, le haut commandement éthiopien utilise désormais sa force aérienne dans un rôle stratégique. Rappelez-vous le raid d'Ergeza le 12 août 1977, où il s'agissait d'anéantir la flotte de bombardiers adverse. Eh bien, à partir de ce mois, les avions éthiopiens vont également attaquer systématiquement les convois de ravitaillement de l'armée somalienne. Si bien que le carburant, les vivres et les munitions n'arrivent qu'au compte-gouttes. Or, ces unités somaliennes ont déjà consommé une grande partie de leur stock lors de la bataille de Jijiga. Et donc, après la chute de la ville, elles sont incapables de poursuivre l'ennemi défait. Il lui faudra donc prendre une posture défensive en attendant de cumuler de nouveaux stocks et d'être en capacité de repartir à l'attaque. Et ça, justement, ça va prendre à peu près une semaine. C'est donc le 18 septembre que l'ANS, l'armée nationale somalienne, débute son offensive en direction d'Harar, entamant ainsi la bataille qui sera la plus longue de cette guerre, puisqu'elle va durer quand même 4 mois, jusqu'au mois de janvier. Et si on en croit Tom Cooper, c'est une offensive en pince. Elle partirait depuis le nord vers Dire Dawa et depuis le sud, avec la ville de Fik et la passe de Karmara, en direction d'Harar. Alors, ce schéma d'attaque en pince est en fait à nuancer, car, et nous le verrons à la fin de l'épisode, il ne va pas se passer grand-chose dans le secteur de Dire Dawa durant ces 4 mois. Alors, quelles sont les forces impliquées? Du côté somalien, selon Gebru Tareke, il s'agit tout d'abord de la 2e brigade blindée, et du bataillon de T-34 qui lui est rattaché. Ce qui montre bien que la 60e division à laquelle appartient cette 2e brigade blindée participe à cette offensive en direction de Harar. Il est question également d'une 1re brigade d'artillerie. Le problème c'est que comme nous n'avons pas d'organigramme de base complet de l'armée somalienne, je suis dans l'incapacité de vous dire s'il s'agit de la brigade d'artillerie appartenant à la 60e division ou si c'est l'une des deux de la 26e division. Participe également une brigade dite de commando qui porte le numéro 116. Alors attention, il ne faut pas imaginer tout de suite des forces spéciales à l'américaine. Non. Ce titre de commando, et c'est pas le seul pays africain à faire ça, est donné de façon artificielle à des unités. Mais il ne faut pas imaginer tout de suite des forces d'élite. Alors même si je vous avoue que je n'ai aucune information sur ce type de brigade de l'armée somalienne. Ce que l'on sait aussi, c'est que pour la première fois vont être associés des bataillons de guérilla du FLSO. Selon Mantoux, il y aurait 1 ou 2 bataillons qui serviraient dans le cadre de cette opération. Et le plus compliqué, finalement, concerne le gros des forces, à savoir 5 brigades motorisées qui, selon Gebru Tareke, sont les 5e, 7e, 8e, 11e et 23e brigades. Et là, on a plusieurs problèmes. Le premier, c'est que on ne sait pas à quelle division se rattachent ces différentes unités, puisque la seule qu'on peut identifier, c'est la 23e brigade blindée, qui appartient à la 26e division. Mais pour les autres, on ne sait pas à laquelle elles correspondent, parce que le seul organigramme que nous avons, et c'est celui qui est fourni par Tom Cooper, eh bien, il est partiel, la plupart des divisions n'ayant pas de numéro. Le deuxième problème tient à la dénomination. Parce que si on se réfère encore une fois à l'organigramme de Cooper, la 23e brigade est une brigade dite d'infanterie, bon certes qui peut être motorisée, mais si il ne s'agit que de ce type d'unité, on a un problème parce qu'on n'a pas assez d'unités de ce type pour pouvoir y appliquer tous les numéros. Et donc ça voudrait dire que Gebru Tareke y intègre également, à travers ces dénominations d'infanterie motorisée, également aussi des brigades dites mécanisées. Or, il y a une petite différence, c'est que normalement, dans les brigades mécanisées, vous avez une petite portion de chars. Bon, je vais pas aller plus loin, parce que sinon vous allez commencer à saigner du nez, et c'est pas mon but. Mais bon, voilà, vous voyez qu'en fait, on a plein de petits problèmes comme ça qui permettent pas d'avoir une vision d'ensemble satisfaisante. Et moi, ça me frustre, j'aime pas. Bon, en tout cas, voilà, vous avez un aperçu des forces somaliennes. Et du côté éthiopien, alors, le DERG oppose tout d'abord les restes de la 3e division, qui, je le rappelle, est constituée de la 5e, de la 9e et de la 11e brigade d'infanterie, ainsi que de la 10e brigade mécanisée. Des unités qui ont déjà combattu au sud de l'Ogaden et à l'est de Jiga avant de se retirer.
Sont également présents la 74e brigade mécanisée. La brigade Kagnou, alors c'est le nom que portaient ces forces éthiopiennes qui ont participé à la guerre de Corée, mais au moment de la bataille d'Arar, en fait cette brigade Kagnou est un conglomérat des restes de la 76e et de la 96e brigade. Parmi les défenseurs, on compte également la 5e division Nebelbol, qui est représentée ici par son 219e bataillon, ainsi que le 2e bataillon de chars, la 4e batterie de défense antiaérienne et plusieurs bataillons de la garde. Alors le problème, c'est que l'on ne connaît pas la position exacte de toutes ces unités, on en connaît quelques-unes, et ne vous inquiétez pas, je vous les donnerai quand on en parlera. Il faut aussi évidemment s'imaginer qu'au cours de l'offensive, des formations supplémentaires vont s'ajouter au fur et à mesure de l'achèvement de leur formation militaire. Alors la première action des Somaliens se porte sur une localité qui se nomme Corée. Et là, première difficulté, je suis incapable de vous situer ce patelin précisément. Parce que d'une part, Tom Cooper nous indique qu'il est situé à 55 km au sud-est d'Arar. Donc à la limite, avec Google Earth, on peut essayer de délimiter une zone. Il parle également de saillants de défense éthiopienne. Donc il faut imaginer une sorte d'avancée sur l'ensemble du reste du dispositif défensif. Mais d'autre part, moi j'ai trouvé cette carte que voici et qui montre où se situe Corée. Le problème, c'est que si on regarde au niveau des distances, eh bien ce patelin se trouve à équidistance par rapport à Babil. Or, Babil est situé à 20 km d'Arar, donc on est très loin des 55 km. Donc vous voyez, c'est compliqué de suivre l'ensemble. Toujours est-il que ça ne semble pas fonctionner puisque une tentative de débordement de la 92e brigade éthiopienne qui défendait le secteur est tentée par une attaque de Goursum le 18 et 19 septembre qui là aussi échoue. La seconde action se déroule sur le mont Dalcha le 17 octobre. Alors le mont Dalcha est situé à quelques kilomètres au sud de Corée, mais comme je ne sais pas vous situer Corée, je ne saurais pas plus le faire pour le mont Dalcha. Toujours est-il qu'il est défendu par la 74e brigade éthiopienne. Les Somaliens veulent s'en emparer. Ils lancent des attaques frontales et se cassent les dents sur les tranchées et les canons anti-chars. 2000 Somaliens restent à terre. Une des brigades a même subi 60% de pertes. Et côté éthiopien, c'est pas mieux, puisque selon Cooper, 3000 d'entre eux meurent dans les combats. Le 19, un dernier assaut est tenté sur le mont. Il n'a pas plus de succès, en tout cas il va coûter la vie à 219 Somaliens ainsi que la destruction de 2 MiG-17, auquel il faut aussi ajouter un autre MiG-17 abattu par la défense antiaérienne au-dessus d'Arar. Les pauvres Somaliens, il ne reste plus grand chose niveau avion. Si on jette un petit coup d'œil sur le niveau des pertes, on s'aperçoit qu'il est devenu effroyable. On est rentré dans une nouvelle dimension de la guerre de l'Ogaden. Alors pourquoi ? Parce que les Somaliens continuent d'attaquer frontalement comme ils le font depuis le début de la guerre. Sauf que là, désormais, ils le font sur des positions défensives que l'armée éthiopienne a pris le temps d'aménager avec soin. Canons anti-chars, des fossés, etc. Des positions qui sont parfois adossées sur des montagnes. Et donc tout ça, ça fait que l'atout principal de l'armée somalienne, à savoir les forces mécanisées, ici, ne peut plus être utilisé. Comme les Somaliens n'arrivent pas à l'emporter par des attaques frontales, ils vont donc utiliser la technique du contournement. Ça commence le 23 octobre, par le nord, avec une offensive sur le secteur de Jarso, qui est situé à 20 km au nord-ouest d'Arar. Alors c'est un secteur qui est assez faiblement défendu. On n'y retrouve que des unités de police qui ont un rôle essentiellement de lutte contre la guérilla. Donc c'est vraiment le point faible de la défense. Le problème, c'est que les Somaliens n'arrivent pas à concentrer assez de forces au moment voulu pour pouvoir vraiment faire pencher la balance en leur faveur. Et ils laissent suffisamment de temps pour que les Éthiopiens puissent y envoyer des renforts, notamment la brigade Kagnou et une batterie de la 3e brigade d'artillerie. Donc c'est un échec pour les Somaliens qui perdent dans l'affaire 600 hommes. N'ayant pas réussi au nord, ils vont tenter le coup dans le sud.
Le 30 octobre, l'armée somalienne décide de frapper Fédis, qui est défendue par la 501e brigade de milices, une nouvelle unité qui fait probablement partie de ces miliciens qui sont formés à Debrecen et qui commencent là à terminer leur formation. Et également 2 bataillons de paracommandos que je présenterai avec plus de détails dans le prochain épisode. Et enfin un bataillon d'artillerie. Cette défense parvient à résister à l'attaque somalienne, ce qui fait que les Somaliens sont mis en échec sur tous les secteurs. Il n'empêche que Harar est encerclé sur 3 flancs, au nord, à l'ouest et au sud. Et donc, tout l'objectif des Somaliens, ça va être de percer ce demi-cercle défensif. Ils vont tenter de le faire à 3 endroits différents. Le premier d'entre eux, c'est Jarso, où le 16 novembre, les Somaliens lancent une seconde attaque, mais cette fois en y mettant le paquet, avec une intense préparation d'artillerie, notamment à l'aide des lanceurs de missiles BM-21 et d'une couverture aérienne. Et ça leur permet de venir à bout de la résistance des hommes du Derg, qui du coup paniquent totalement et fuient 10 km en arrière jusqu'à Kombolcha. Alors selon Gebru Tareke, il y a une partie de ces hommes qui vont quand même s'établir à 1 km de la ville, sur le mont Ablo. Alors, le mont Ablo, donc du coup, je n'ai pas retrouvé de traces sur Internet. Donc, si on se fie à ces indications, donc je regarde là les 1 km, hein, vous voyez, en fait, ça doit être ici, hein, sûrement. Sauf que tous ces défenseurs vont être totalement décimés par les Somaliens, qui du coup s'apprêtent à entrer dans Kombolcha, qui n'est qu'à 16 km d'Harar. Alors, je m'arrête ici, je reprendrai le fil de la bataille parce que, en même temps, les Somaliens continuent d'attaquer Fédis, c'est déjà le cas depuis le 30 octobre, et dont le front a été fortement affaibli par le redéploiement de la brigade Kagnou vers Jarso. Néanmoins, les unités parviennent à résister pendant une semaine, mais à partir du 4 novembre, elles commencent à craquer. Et après une bataille féroce où les Éthiopiens perdent quand même 45 tués et 30 blessés, elles commencent à céder du terrain. Ce repli finit par atteindre les pourtours de la ville et le 21 novembre, les troupes somaliennes ne sont plus qu'à 3 km de Fédis qui risquent d'être prises, tout comme Kombolcha. Or, si ces 2 villes tombent, eh bien non seulement ce sont des accès directs vers Harar qui sont ouverts aux troupes somaliennes, mais en plus, cela représente un risque d'encerclement de toutes les troupes éthiopiennes situées entre Harar et la pointe de Kor. C'est pourquoi le colonel Marial, qui est en charge du front d'Hararg, demande à Mengistu la possibilité de redéployer des troupes qui sont situées dans cette pointe de Kor, et pour pouvoir ensuite les repositionner dans ces charnières, pour pouvoir sauver la situation. Mais Mengistu refuse. En fait, ce dernier pensait qu'il s'agissait que d'attaques de diversion et qui cachaient la véritable attaque qui normalement aurait dû avoir lieu sur Kor. Néanmoins, Mengistu, il va pas faire son crevard, il va quand même lui envoyer des troupes. Et ces troupes, elles sont toutes fraîches. Ce sont les premières et les deuxièmes brigades de paracommandos. J'en parlerai un peu plus en détail de ces unités dans le prochain épisode. La première brigade est envoyée à Fédis, où elle parvient à rétablir la situation. Alors il y aura toujours des combats dans la région de Fédis, mais là, la ville n'est plus menacée. Et la première brigade, la deuxième, pardon, est carrément héliportée depuis Addis Abeba vers Kombolcha, où là aussi, après des combats assez acharnés, la situation est rétablie, sauvant ainsi la ville de Kombolcha. Un troisième secteur va faire l'objet d'une attaque somalienne le 11 et le 12 novembre, c'est celui de Babil. Alors le problème c'est que Babil étant situé à l'ouest de Kor, cela veut dire que cette attaque peut provenir aussi bien du sud que du nord, mais les auteurs ne le précisent pas. Alors ce que nous dit Gebru Tareke, c'est que ce secteur est défendu par une première task force. Donc c'est la première fois que je vois cette expression. Alors sûrement un regroupement d'unités, mais je ne peux pas vous donner plus de détails puisque je ne les connais pas. Toujours est-il que cette task force repousse les Somaliens à Abu Sharif, encore une commune que je n'arrive pas à situer. Et lors de cet affrontement, les Somaliens laissent sur le terrain autour de 250 hommes ainsi que 400 à 500 blessés.
Et cette défaite de Babil, c'est l'ultime échec de cette attaque, de cette bataille de Darar, qui va mettre en colère Siad Barré, qui va prendre une décision le 13 novembre qui va être un tournant dans la guerre. Il décide de renvoyer les 1300 conseillers militaires de l'URSS avec qui il coupe les ponts, ainsi qu'avec tous les pays des blocs de l'Est, espérant ainsi s'attirer le soutien de l'Ouest. Alors là aussi, j'en dis pas plus. Je dis beaucoup de fois cette phrase-là, mais vous allez voir que dans le prochain épisode, je vais vous expliquer, il y a un grand tournant qui a eu lieu au mois de novembre. Celui-ci n'est pas militaire, mais diplomatique. Mais voilà, vous comprendrez tout ce que je suis en train de dire maintenant dans le prochain épisode. Toujours est-il que cette bataille d'Harar, même si elle n'est pas totalement terminée au mois de novembre, ça reste quand même un échec pour les troupes somaliennes. Alors, les raisons de cet échec, on en a déjà vu une. C'est qu'au tout début, les Somaliens lançaient des attaques frontales, mais face à des positions qui, cette fois-ci, ont été bien préparées par des Éthiopiens qui, désormais, disposent de plus d'artillerie anti-chars, donc des attaques frontales meurtrières pour les Somaliens. La deuxième raison, c'est que en voulant déborder au maximum pour essayer de contourner le gros des forces éthiopiennes, eh bien, les Somaliens ont étalé leurs forces, si bien que, à plusieurs reprises, lorsqu'on sent que les Somaliens sont sur le point de l'emporter, comme à Kombolcha par exemple, ou à Fédis, eh bien, ils sont incapables de concentrer suffisamment de troupes pour pouvoir faire la différence et ainsi transformer leurs succès initiaux en victoire totale, laissant ainsi le temps aux Éthiopiens d'amener leur renfort et de colmater la brèche. Alors pourquoi est-ce que les Somaliens sont incapables de concentrer suffisamment de troupes dans une zone à un moment donné? Eh bien, nous l'avons dit au début de notre série, l'ANS est inférieure numériquement à l'armée éthiopienne. De plus, ça fait depuis 4 mois qu'elle combat. Les immenses pertes qu'elle a subies et qui ne sont pas remplacées ont fait fondre ses effectifs, surtout en ce qui concerne l'infanterie. De plus, en attaquant systématiquement ces convois de ravitaillement, les Éthiopiens empêchent les Somaliens d'avoir suffisamment de stocks de nourriture, de munitions et de carburant pour pouvoir exploiter un succès initial. Enfin, dans le secteur de Dire Dawa, puisque j'avais dit que je terminerais par ça, les choses sont beaucoup plus calmes, laissant le temps aux forces du Derg de se reposer, des forces qui sont essentiellement constituées de la 2e division, mais aussi de quelques autres unités, qui sont déployées sur une ligne Chinil, Arewa, Geldeza, Awal. Alors ce qui est surprenant, parce que si vous vous rappelez bien, dans l'un des épisodes précédents, lors de la bataille de Dire Dawa, Arewa était occupé par les Somaliens. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a eu une évolution entre les deux dont les auteurs ne parlent pas? Est-ce que les Éthiopiens ont repris, suite à la bataille de Dire Dawa, cette localité? Ou est-ce que Gebru Tarek, lorsqu'il dit Arewa, il parle en fait de la région? Et ce qui signifierait, dans ce cas-là, que les Somaliens y sont toujours. Bon voilà, c'est toujours le même problème, hein, je n'y reviens pas. Alors, c'est un secteur qui est plus calme, évidemment, qu'au sud, hein, face à Harar, mais qui ne l'est pas totalement non plus, hein, puisque la 2e division de la milice va mener quelques petites contre-attaques locales, notamment le 18 novembre 1977, où elle va mener une incursion dans le secteur de Geldeza et de Darewa, ce qui leur permet de gagner quelques positions et de subtiliser un équipement ennemi. Alors on a par exemple 19 RPG, 120 AK-47, etc. De leur côté, les Somaliens, eux aussi, vont mener quelques actions, notamment une contre-attaque le 23 novembre et une autre à la fin du mois, mais qui ne permettent pas grand-chose, si ce n'est de perdre davantage d'hommes. Lors de cette dernière action, justement, il y en a 150 qui sont tués durant cette tentative. En tout cas, cette partie du front n'est plus une menace pour Mengistu. Il fait donc retirer la 2e division à la fin du mois pour être reconstituée. Dans les airs aussi, ça bouge très peu, mais le mois est quand même marqué par un coup d'éclat de l'aviation éthiopienne, puisque 4 F-5 et 2 Canberra décollent depuis Debrecen et vont s'en prendre à la base de Geldeza.
Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que en fait, ils ont attaqué le principal dépôt de munitions. Alors, ce qui va porter un coup très dur, encore une fois, pour l'armée somalienne, qui est toujours en manque de ravitaillement. Le problème, c'est que, étant le principal dépôt de munitions de la région, eh bien, il est très bien défendu, notamment par des ZSU-23. Si bien que, malgré la réussite de la mission, il y a quand même un DF5 qui est touché. Alors, le pilote parvient à se diriger quand même jusqu'à Diredawa avant de s'éjecter, ce qui fait que voilà, il ne tombe pas aux mains de l'ennemi. Ce qui fait une destruction supplémentaire parmi les appareils éthiopiens. Mais bon, là, évidemment, si on fait la comparaison des pertes dans les deux camps, c'est une catastrophe totale hein, pour l'aviation somalienne. Voilà, et bien écoutez, ainsi s'achève notre épisode, qui, je dois vous l'avouer, a été le plus compliqué à faire, pour les raisons que j'ai déjà expliquées au tout début. Alors, normalement, pour les prochains, ça sera moins compliqué. Si on fait un petit bilan, là, on se retrouve dans une situation d'équilibre, c'est-à-dire que les Somaliens étant totalement épuisés, décident de marquer une pause qui va durer 2 mois, et de leur côté, les Éthiopiens qui commencent à engranger des forces. Mais vous allez voir dans le prochain épisode que le mois de novembre va être décisif, sur un plan non militaire, mais qui va avoir de grandes conséquences sur la suite de cette guerre. Mais ça, je n'en dis pas plus, vous verrez ça dans le prochain épisode. Alors avant qu'on ne se quitte, 2 petites annonces. La première, elle concerne mon frère, qui s'appelle Jimmy, et qui a une auto-entreprise dans le costume historique qui se nomme Mode Autrefois. Alors il fournit des costumes aussi bien pour des associations, mais aussi pour des musées. Si vous connaissez le musée d'Azincourt, eh bien en fait c'est lui qui a fait la plupart des vêtements de là-bas. Et il vient de remporter le concours de la Fashion Week historique qui se tient chaque année au château de Meung-sur-Loire. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de lui? Parce que il est en train de faire en ce moment un projet qui consiste à créer une exposition sur le vêtement médiéval et plus particulièrement sur ceux de la guerre de 200 ans. Et il a besoin de fonds pour ça, pour acheter la matière première, pour créer les costumes et surtout pour acheter les panneaux d'exposition, etc. Et voilà, moi je fais appel à vous, si jamais ça vous intéresse, je balance une bouteille à la mer. Je vous mettrai le lien de son compte Ulule sur la description en bas, sachant que en fonction de ce que vous donnez, vous aurez des droits à certaines choses. Alors ça va du fait d'être inscrit sur le panneau des donateurs, mais ça va jusqu'à une journée découverte de l'atelier, dans laquelle vous allez pouvoir voir comment est-ce qu'il fait pour créer un costume. Ce qui m'amène à ma deuxième annonce. Les 17 et 18 novembre prochains se tiendront à Marny-Compiègne, en Picardie, le marché de l'histoire. C'est un événement qui a lieu 2 fois par an et dans lequel des centaines et des centaines de commerçants et d'artisans se rassemblent pour vendre leurs productions, des productions qui concernent l'histoire, qui vont du costume historique, aux meubles, aux épices, la nourriture, etc. Et donc pourquoi je vous dis ça? Parce que si déjà ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller. Et puis d'une part mon frère y sera, donc comme ça vous pourrez le rencontrer si ça vous intéresse. Et j'y serai également le samedi 17. Donc écoutez, si ça vous tente une petite rencontre, histoire de parler histoire autour d'un verre d'hydromel, je vous attends volontiers là-bas. N'hésitez pas à me le dire à l'avance si vous y rendez, et on se trouvera un petit moment pour se voir. Voilà. Écoutez, d'ici là, pour ceux qui sont en vacances de la Toussaint, je leur souhaite de bonnes vacances. N'hésitez pas à liker, à partager comme d'habitude, voilà, moi je vous force pas évidemment, hein, mais si vous avez envie, moi ça me fait plaisir. N'hésitez pas non plus à poser vos questions, j'ai un peu plus de temps là ces 2 prochaines semaines pour y répondre. J'espère terminer cette série avant la fin des vacances, et puis pour pouvoir entamer une nouvelle, et repartir aussi du côté de la Syrie. Voilà, écoutez, à la prochaine, et d'ici là, longue vie et prospérité.